Qui détient vraiment le pouvoir dans le monde? Nos gouvernements travaillent-ils pour le bien de tous ou poursuivent-ils des intérêts individuels? Qui décide des lois, de l'économie, de notre avenir? Dans cette vidéo, on plonge ensemble au cœur du pouvoir, ce qu'il est, comment il s'exerce et surtout, qui le contrôle. Au début du XXe siècle, il n'y en avait que 30, mais depuis 2011, l'ONU compte 193 États membres. Aujourd'hui, près de 200 États sont reconnus dans le monde. Et si ce nombre a autant augmenté, c'est grâce à l'indépendance de nombreux États africains et asiatiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi à la dissolution de l'URSS, de la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie. Mais qu'est-ce qu'un État exactement? C'est bien plus qu'un pays sur une carte. Un État, c'est d'abord un territoire, des frontières, une population, un gouvernement et surtout la souveraineté. Soit le droit de décider par soi-même sans qu'un autre État vienne dire quoi faire. Ainsi, il existe 3 grands pouvoirs. Le législatif qui crée les lois, l'exécutif qui les applique et le judiciaire qui juge le non-respect. Dans un régime démocratique, ils sont séparés. Mais dans certains régimes autoritaires, ces pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un seul groupe ou leader, comme celui de Kim Jong-un en Corée du Nord. Le dirigeant contrôle à la fois tous les pouvoirs, pas d'élections libres, pas d'expression, pas de médias. Et dans ce monde globalisé, même les États les plus puissants sont influencés. Par qui? Par d'autres États, par les organisations internationales, les multinationales, les ONG, les médias aussi, et enfin les citoyens. L'ONU et ses institutions qu'on a déjà étudiées ont un très grand pouvoir d'influence puisqu'elles parlent au nom de 51 États fondateurs depuis 1945. Aujourd'hui, le pouvoir est un jeu à plusieurs joueurs et chacun veut avancer ses pions. Prenons les multinationales. Elles fabriquent des jeans en passant par 6 pays, exploitant les ressources de dizaines d'autres et générant des profits colossaux. Des États les attirent avec des avantages fiscaux et des infrastructures modernes, parfois au détriment de l'environnement ou des droits des travailleurs. Zara, par exemple, produit dans plusieurs pays à bas coût, prenant de nombreuses critiques sociales et écologiques. Même si un État peut les sanctionner s'il les décide, les entreprises multinationales ont plus de pouvoir aujourd'hui. Elles influencent les décisions politiques grâce à leur richesse en imposant des conditions aux États d'accueil. Toutefois, si la société civile réagit, les multinationales doivent écouter, boycotter, dénoncer, mettre de la pression, ce sont tous des moyens. Et puis, il y a les regroupements économiques. Plus de 300 accords commerciaux dans le monde. Certains sont juste des forums de dialogue, mais d'autres vont jusqu'à partager une monnaie. Il existe plusieurs niveaux d'intégration économique. Certains se réunissent dans des forums, d'autres adoptent la libre circulation des biens. L'union douanière, comme la CEMAC, ajoute des règles communes aux frontières. Le marché commun permet la libre circulation des personnes. Et enfin, l'UE va plus loin avec une économie et une monnaie partagée. Plus le degré d'intégration est fort, moins la souveraineté est considérable. Mais en échange, il gagne plus de stabilité, plus de commerce et plus d'influence collective. Dans ce système, qui décide quoi? Tout est réparti. Certaines décisions sont prises par l'UE seule, par exemple comme la politique monétaire, d'autres avec les États comme l'environnement et certaines restent nationales comme la diplomatie ou l'armée. Et qu'en est-il de la culture? La mondialisation a ouvert nos frontières aux musiques, films et livres du monde entier, mais parfois, elle menace les cultures locales. Pour cette raison, certains pays protègent leur production nationale et défendent la diversité culturelle dans des organismes comme l'UNESCO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture qui protège le patrimoine, la culture et l'éducation dans le monde entier. Même chose pour l'environnement. Aucun État n'est une île. Pollution, changement climatique, ça dépasse les frontières. Alors, on signe des accords pour protéger la planète, comme le protocole de Montréal en 1987 qui a permis de sauver la couche d'ozone. Partout, les États collaborent, négocient et s'adaptent. Au sein de l'ONU, de l'Union africaine, de l'OEA, les gouvernements cherchent des solutions communes, malgré les différences, malgré les conflits. Alors, qui détient réellement le pouvoir? Les gouvernements, les multinationales, le peuple, peut-être un peu de tout ça. Dans ce monde en changement, le pouvoir n'est plus figé, il circule, se partage et s'échappe. Mais une chose est sûre, comprendre le pouvoir, c'est déjà apprendre à ne pas s'y soumettre aveuglément.